c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Quel bonheur d'être le deuxième vendredi du mois pour accueillir notre ami Julien Donzel et son émission C'est une autre histoire, où il nous parle d'un événement qui a eu lieu le même mois dans l'histoire de France, dans l'histoire d'Europe, dans l'histoire de notre territoire ou même dans l'histoire du monde. Il parle un peu de culture, il parle beaucoup de culture, il parle de littérature, il parle de cinéma parfois, il parle d'histoire et on aime bien ça à Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Très bien, impeccable. Tu es en forme ? Très grande forme, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, content d'être là, d'avoir revu avec Sandra. Avec Sandra qui nous écoute. Qui nous écoute en mangeant. Qui nous écoute. Mais voilà. Au moins, elle nous écoute, c'est déjà bien. Voilà, merci Julien, c'est bien parti. Alors, donc, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Alors, pour ne rien cacher, on a un petit peu de public aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus t'écouter, qui sont venus te voir et des gens qui te sont chers puisque nous avons tes parents, nous avons un petit peu ta famille qui est avec toi aujourd'hui et nous sommes vraiment honorés et heureux de les recevoir parmi nous. Comme ça, ça leur permet de voir un peu l'envers du décor. Exactement. Et depuis la maison, donc comme ça au moins ils voient comment ça se passe. Ils voient comment ça va. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler, j'allais dire, d'un monument, mais que dis-je un monument ? Tu vas nous parler d'un cap, d'une péninsule, ou de bien autre chose, ou de bien autre chose en somme. Bien sûr. Puisque tu vas nous parler de Cyrano de Bergerac et d'Edmond Rostand. C'est ça. Alors, je me suis laissé entendre dire il y a quelques minutes que tout enfant, tu connaissais déjà Cyrano de Bergerac par cœur et que dans ta chambre, tu faisais tous les gestes et tout. Donc, c'est une passion depuis longtemps déjà, le Cyrano. Je me souviens plus très bien de cette période, c'était il y a longtemps. Mais non, mais effectivement, oui, c'est vrai que je connaissais très bien les répliques du film, bien sûr, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la pièce avec Gérard Depardieu. Et puis ensuite, en lisant la pièce de théâtre d'Edmond Rostand dans une édition de poche. Eh ben écoute, Julien, notre chef du service historique à Radio Grand Lac, on t'écoute pour nous parler d'Edmond Rostand et de Cyrano de Bergerac, un monument de la littérature française. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, 24e émission de cette autre histoire. Merci à tous pour votre fidélité, puisque le mois prochain... Déjà 24 ? Eh oui, le mois prochain, on fêtera les 2 ans de la chronique. Alors là, on va faire la fête. Là. On fera la fête. Donc le mois dernier, nous avons évoqué la vie de Jean-François Champollion, père de l'égyptologie. On a vu un peu comment s'est passé le déchiffrage des hiéroglyphes. La pierre de Rosette. La pierre de Rosette, qui vient qui n'est pas à Lyon, mais Londres. Voilà, c'est ça. Qui a marqué son siècle, Jean-François Champollion, et même bien au-delà, parce que on a pu voir à quel point... la naissance de l'égyptologie et le déchiffrement des hiéroglyphes avaient un impact majeur dans la connaissance d'une civilisation qui date maintenant d'il y a 2500 ans. Alors, on n'a pas encore eu... Jean-François Champollion est parti, malheureusement, sans nous dire s'il y avait des antennes relais au sommet des pyramides. Au sommet des pyramides. Oui. C'est peut-être pour ça que... Comment est-ce qu'on peut sortir de telles conneries, quand même ? Non, mais c'est vrai. En étant suivi par des millions de personnes, comment est-ce qu'on peut sortir ça à la télévision et se montrer encore après? Au moins, ça fait le buzz. On va dire ça comme ça, quoi. Mais... Donc, la culture est quand même en train d'en prendre un coup. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, le mois dernier, nous avons parlé de l'histoire de l'art. Et cette année, on va aussi parler des arts, puisqu'on va parler de littérature. Et nous allons consacrer l'heure qui vient pour évoquer l'œuvre d'un dramaturge qui est né en avril. C'était le 1er avril. C'était il y a 155 ans. Ah, c'est pour ça que tu fais ça en avril. Et oui. D'accord. En 1868, naissance à Marseille d'Edmond Rostand, qui est bien sûr le père de Cyrano de Bergerac, qui est la pièce française la plus jouée dans le monde, et même la pièce tout court la plus jouée dans le monde. D'accord. Qui a été adaptée à de nombreuses reprises au cinéma. On se souvient tous, tu l'as cité, du film de... Avec Depardieu, mais je cherche le nom du réalisateur, Jean-Paul Rapneau, voilà. Sorti en 1990, plusieurs fois récompensé, notamment d'un César des Césars, comme étant le meilleur film français depuis plusieurs années, ou plus récemment, d'un film sorti en 2019 qui s'appelle Edmond, et qui retraçait en fait l'histoire de la pièce, et pas seulement la vie d'Edmond Rostand. En fait, plus qu'une pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac, c'est devenu presque un mythe. Mais en fait, on va voir durant l'heure qui arrive, quelle histoire se cache derrière cette pièce, et quels sont les événements historiques qui sont relatés dans la pièce, et est-ce que ces événements sont véridiques ou romancés, tout à fait. Mais bien sûr, on va commencer par le commencement en présentant le dramaturge, c'est-à-dire la personne qui écrit les pièces de théâtre. On appelle ça un dramaturge et qui s'appelle Edmond Rostand. Donc on a vu qu'il était natif de Marseille
et plus précisément d'une rue qui s'appelle la rue Montaut. Alors, si vous la cherchez à Marseille, elle n'existe plus, puisque cette rue, maintenant, s'appelle rue Edmond Rostand. Et très tôt, il se prit de passion pour la lecture et l'écriture. Alors, faut pas vous imaginer qu'Edmond Rostand est issu d'un milieu social modeste, et que c'est un self-made man. Excusez-moi un peu non, c'était une famille d'anglicisme, mais en fait, installée depuis longtemps. C'était une famille qui était installée, comme tu le dis. Son arrière-grand-père, donc Alexis Joseph Rostand, il était maire de Marseille. Son père, Eugène, était un économiste et avocat et financier renommé. Sa mère, elle s'appelait Angèle, et c'était la fille d'un très riche commerçant. On voit qu'on évolue quand même dans des milieux assez aisés. Bourgeois. Même la haute bourgeoisie provençale. Donc bien sûr, très bon élève, il accumule au lycée les prix et les distinctions, et à l'âge de 19 ans, il présente à l'Académie de Marseille 2 essais sur des célèbres écrivains provençaux, alors Honoré d'Urfé et Émile Zola. Alors bon, Émile Zola, il est plus parisien que provençal, mais vu qu'il a vécu à Aix-en-Provence, voilà, il a considéré cela comme ça lui a permis aussi de mettre l'accent sur un écrivain emblématique du 19e siècle. Et donc, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers l'écriture, et plus particulièrement vers sa passion, qui est le théâtre. Et à l'époque, le théâtre, c'est le loisir le plus populaire, et il est populaire parce qu'il est peu coûteux. Et pourquoi est-ce qu'il est peu coûteux ? Parce qu'il est très accessible. En fait, Paris, à la fin du 19e siècle, grouille de théâtre. On va prendre quelques exemples de théâtres édifiés au 19e siècle, et vous verrez que dans les noms que je vais citer, il y en a certains qui ne sont pas inconnus. Donc on a le théâtre de la Renaissance, que ma famille et mon frère juste à côté connaissent bien, le théâtre de la Gaîté-Montparnasse, le théâtre de Marigny, le théâtre d'Antoine, le théâtre du Gymnase, et bien sûr, le théâtre de la Porte Saint-Martin, alors qui lui est plus ancien, qui est antérieur au 19e siècle, mais on va voir pourquoi ce théâtre est important dans l'histoire que nous allons raconter. Au niveau personnel, donc Edmond Rostand rencontre sa future femme Rosemonde Gérard, qui est poétesse et comédienne, et il la connaît par l'intermédiaire de son père. En fait, à l'époque, les unions entre gens de la bonne société, on va dire, c'était rarement du fait du hasard. Sûr, voilà, donc il y avait arrangé. Voilà. Alors là, même si la rencontre, il s'avère qu'elle est fortuite, mais on va dire que les parents ont bien aidé à ce que l'union se fasse. De cette union naîtront 2 fils qui sont relativement célèbres. Donc un peu moins le premier, Maurice, qui est poète et romancier, et surtout le deuxième, Jean Rostand, historien, écrivain, académicien, également biologiste. Bref, on voit que les progénitures ont aussi eu un destin. Avant ses 30 ans, donc Edmond Rostand rencontre ses premiers succès avec des pièces en vers, c'est sa spécialité. Une pièce qui s'appelle Les Romanesques et une autre qui s'appelle La Samaritaine, rien à voir avec le célèbre magasin parisien. Et à l'âge de 29 ans, Edmond Rostand va connaître le plus grand succès de sa vie avec Cyrano de Bergerac. Mais une petite question, savez-vous qu'en fait Cyrano de Bergerac a vraiment existé ? En fait, on aurait tendance un peu à l'oublier tant la pièce, elle a éclipsé un vrai personnage historique. Savinien de Cyrano dit de Bergerac, il naît le 6 mars 1619 et un auteur du courant libertin. Alors attention, on est au XVIIe siècle et libertin signifie plutôt adepte de la libre pensée et de l'esprit critique contre les dogmes. Et quand je parle de dogmes, c'est surtout les dogmes religieux. La connotation du XVIIe siècle n'a pas forcément la même que celle d'aujourd'hui. Quand on parle d'un libertin au XVIIe siècle, il peut être libertin. Voilà, il peut être libertin avec la notion aujourd'hui, mais pas forcément. Voilà, c'est vraiment une personne qui a un esprit libre. En 1654, Cyrano de Bergerac écrit une œuvre en vers, une tragédie. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle La mort d'Agrippine. Et d'ailleurs, cette pièce, on le verra après, mais elle est citée dans l'œuvre d'Edmond Rostand. Sa pièce intitulée aussi, qui s'appelle Le Pédant joué, il comporte ce vers célèbre, mais que diable allait-il faire dans cette galère ? En fait, on connaît tous ce vers, et en fait, ce vers... Ce n'est pas de Molière. C'est pas de Molière. En fait, Molière l'a repris dans les Fourberies de Scapin, mais à l'origine, c'est Savinien de Cyrano de Bergerac qui l'a écrit. Et en plus de ses talents d'écrivain, Savinien de Cyrano est un bretteur redoutable, c'est-à-dire qu'il est très habile de ses mains pour manier l'épée, et c'est aussi un homme de guerre qui a participé en 1640 au siège d'Arras. Si on va un peu du côté de sa famille, sa cousine à Savinien de Cyrano, elle s'appelle Madeleine Robineau, et cette Madeleine, elle épousa Christophe de Champagne, baron de Neuvillette. Cela ne vous rappelle peut-être rien, en fait si, parce que dans la pièce, Roxane, en fait l'héroïne de la pièce, c'est le pseudonyme d'une certaine Madeleine Robin, et pas Madeleine Robineau.
Et Christian, qui est aussi un autre héros de la pièce, il est baron de Neuvillette. On continue un peu avec les anecdotes historiques et véridiques dans la pièce d'Edmond Rostand. L'ami de Cyrano de Bergerac est Henri Lebret. Eh bien, il s'avère que, en vrai, l'ami d'enfance et de jeunesse de Savinien de Cyrano se nomme, comme dans la pièce, Henri Lebret. Et si vous vous souvenez du premier acte de la pièce, il est fait allusion à différents comédiens. Vous savez, on arrive dans le premier acte avec une pièce de théâtre où on assiste à une représentation d'un acteur qui s'appelle Montfleury et d'un autre qui s'appelle Belle-Rose. Eh bien, ces deux acteurs ont réellement existé. Et d'ailleurs, Montfleury, qui est la personne qui subit les foudres de Cyrano de Bergerac dans le premier acte, a fait l'objet d'un pamphlet injurieux de la part du vrai Savinien de Cyrano. Dans la pièce, nous avons en mémoire les insultes de Cyrano envers Montfleury, qu'il qualifie de roi des pitres, et il lui demande d'aller hors de scène à l'instant. Il lui dit même « tu récalcitres ». En fait, il y a toujours des rimes « roi des pitres, hors de scène à l'instant, tu récalcitres ». Vous voyez, c'est de la vraie poésie. Toujours dans le premier acte, Cyrano se bat pour sauver son ami Linière dans le secteur de la Tour de Nesle. Eh bien, François Paillot de Linière était réellement un pamphlétaire qui était aussi ami de Savinien de Cyrano, et la Tour de Nesle, qui aujourd'hui a disparu, a réellement existé à l'emplacement aujourd'hui de l'actuel Institut de France. On est sur le quai de Conti. Le quai de Conti, voilà, tout à fait. La pièce d'Edmond Rostand, elle abonde aussi de détails historiques. Plus généralement, en fait, on a un héros, Cyrano, au physique désavantageux, qui est épris d'une femme très belle, Roxane, avec en toile de fond la ville de Paris. Et est-ce que cela ne vous rappelle rien ? Une personne aussi physique disgracieux qui est amoureux d'une femme en secret. Voilà, Esmeralda. Tout à fait. Notre-Dame de Paris, le célèbre roman de Victor Hugo qui est paru en 1831. En fait, cette longue introduction, elle a pour but de vous indiquer l'importance des recherches réalisées par Edmond Rostand pour écrire sa pièce. Mais j'ai en fait manqué à mes habitudes, parce qu'à chaque fois, lors de ma chronique, j'évoque le contexte politique général de l'époque. Et donc là, on va parler du contexte de la France à la fin du 19e siècle. En fait, la première de Cyrano de Bergerac, elle s'est déroulée le 28 décembre 1897. Et à cette période, en fait, on est presque à mi-chemin entre la fin de la guerre de 1870, qui a été perdue, et la Première Guerre mondiale, et donc la guerre de 1870 contre la Prusse, qui est ensuite devenue l'Empire allemand. Et ben, c'est au cours de cette bataille, de cette guerre, que nous avons perdu l'Alsace-Moselle. Attention, hein, on ne parle pas d'Alsace-Lorraine, c'est l'Alsace-Moselle. La France et les Français y vivent dans un esprit de revanche, mais aussi avec la sensation déjà d'être déclassés par rapport à sa glorieuse histoire récente, parce que l'épopée napoléonienne, elle date d'à peine 100 ans. Et rendez-vous compte que à cette époque, donc, on vit sous le régime de la Troisième République, avec un souvenir vivace d'événements historiques un peu tragiques. On a bien sûr l'affaire Dreyfus, on est en plein dedans. Oui. Il y a une tragédie également parisienne, mais qui a eu des répercussions, on va dire même nationales et européennes. C'est l'incendie du Bazar de la Charité. C'est dans cet incendie qu'est décédée la sœur de Sissi. Vous ajoutez à cela des troubles intérieurs avec l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894 et des scandales financiers avec une crise avec l'Empire allemand où on frôle déjà la guerre. Et en fait, vous trouverez un État et une population sujet à une certaine morosité. Bref, un contexte qui est loin d'être réjouissant. Et puis on trouve aussi tout en Europe là-bas les nationalismes qui commencent à brouiller tout à fait. Dans les Balkans là-bas, ça commence un peu à chauffer, on va dire. Et puis il y a Fachoda aussi. C'est ça, tout à fait. Donc le contexte, il est loin d'être réjouissant. Et en fait, en cette fin du 19e siècle, le théâtre romantique, c'est pas forcément celui qui a la cote. Celui qui rencontre succès sur succès, c'est le célèbre Georges Feydeau, avec notamment sa pièce Le Dindon, jouée en 1896, ou alors, bien sûr, le russe Anton Tchekhov. Et on va y voir, après la pause musicale, on va voir comment expliquer le succès incroyable de Cyrano de Bergerac. Et on va écouter une petite musique, Jean-Pierre ? Écoute, moi, si tu veux. Allez. C'est quoi ta musique ? Shakira. She-Wolf. She-Wolf. On écoute tout de suite 92.radiograndlac.com. On revient tout de suite pour en apprendre un petit peu plus sur Cyrano de Bergerac. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.
c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Julien, nous sommes de retour sur le 92.1 radiograndlac.com. Nous sommes en direct pour écouter ta fameuse chronique. C'est une autre histoire. Tous les deuxièmes vendredis du mois de 13h à 14h, on a rendez-vous avec l'histoire, avec la grande histoire, avec la petite histoire, avec la belle histoire. Et là, tu nous parles de Edmond Rostand et de Cyrano de Bergerac, ce monument. Et c'est souvent la petite histoire qui fait la grande. Qui fait la grande, toujours. Donc on a vu un peu en introduction le contexte et quelle était la place du théâtre au 19e siècle en France et bien sûr à Paris. Et donc pour préparer une pièce de théâtre qui fait quand même 2600 vers, il faut en fait s'entourer d'acteurs expérimentés. Et donc Edmond Rostand, avant d'écrire, va présenter son projet à des acteurs en vogue et il va se tourner naturellement vers l'acteur Coquelin. Coquelin dit l'aîné pour le rôle de Cyrano. Alors Coquelin, c'est pas n'importe qui. C'est le premier prix du Conservatoire de Paris, ancien sociétaire de la Comédie Française. En fait, en 1897, Coquelin est certainement l'acteur le plus célèbre de son temps. Il a joué dans des pièces de Racine, Molière, Beaumarchais, dans Les Misérables de Victor Hugo. En fait, à la fin du 19e siècle, il est incontournable et surtout très enthousiasmé à l'idée d'interpréter un tel rôle, malgré la difficulté d'apprendre 1600 alexandrins. Donc lui, rien que le rôle de Cyrano, c'est 1600 alexandrins sur 2600 vers. Pour le rôle de Roxane, Edmond, il trouve la perle rare en la personne de Maria Legault, qui participe pleinement à l'élaboration du personnage. Pour Christian de Levillette, le rôle échoit à Auguste Volny, qui est aussi un acteur expérimenté et futur acteur de cinéma muet pour quelques rôles. Le comte de Guiche, qui est un peu l'antagoniste, c'est un des rares rôles à ne pas avoir réellement existé. Il est interprété par un acteur qui s'appelle Maxime Desjardins, qui est aussi sociétaire de la Comédie Française. Et Edmond Rostand, qui en fait sort d'une grave dépression nerveuse, il croit pas à son projet, un projet qui est fou, contrairement en fait à son équipe et ses acteurs qui sont hyper enthousiastes et très motivés. Pour la rédaction des 5 actes, il est aidé par sa femme, Rosemonde, en fait, qui se permet un peu en secret de récupérer les brouillons qu'Edmond jette à la poubelle. Ces brouillons, parfois, elle les trouve intéressants et elle se permet de les insérer dans la pièce. En fait, c'est un vrai travail de famille. Et qui pense pièce de théâtre, dit bien sûr théâtre. Et celui qui a fait, heureusement, confiance à la troupe, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin, dont l'un des co-directeurs est le fameux Coquelin. Tout s'explique. Voilà, tout s'explique. Parce que, en fait, nous avons un acteur qui, en cas de succès, risque aussi d'empocher quelques, excusez-moi l'anglicisme, mais quelques royalties en cas de succès. Alors ce théâtre, il est encore présent aujourd'hui. Il est présent boulevard Saint-Martin et il comportait à l'époque 1800 places. Aujourd'hui, il y a eu des travaux un peu de rénovation, de mise aux normes, et il ne fait plus que 1100 places. Alors aujourd'hui, c'est un monument national. Ce théâtre, il est célèbre pour avoir joué des pièces de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Shakespeare, des poèmes de Lamartine ou plus récemment, l'adaptation d'ouvrages d'Albert Camus. Mais aujourd'hui, on peut y assister pour voir toutes sortes de pièces de théâtre, comédie, one-man show. Enfin, c'est encore un théâtre qui est très important dans la vie des Parisiens. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'entrée du théâtre, sur la gauche de la porte, vous trouverez des illustrations qui rappellent la première de Cyrano de Bergerac. Le travail d'écriture de la pièce, il est bien sûr monumental, puisqu'on a une écriture en 5 actes, comme les tragédies classiques. Mais, au-delà de ça, Edmond Rostand, il rompt avec les codes de l'époque. Parce que vous savez que le théâtre avait des codes. Oui. Edmond Rostand, il essaye de rompre un peu avec les codes de l'écriture classique. En fait, on n'a pas d'unité de lieu ni de temps. On a en fait des décors qui sont somptueux à créer. Alors, d'ailleurs, ils ont même été dessinés par Edmond Rostand lui-même. On a une scène de bataille à recréer. On a une 50aine de personnages à faire évoluer dans la pièce. Donc quand je dis 50 personnages, ça peut être aussi des personnes de premier rôle ou des figurants. Vous ajoutez à cela une pièce longue de plusieurs heures. En fait, la première représentation, elle s'est achevée quand même à 2h du matin. Et en fait, vous prenez le risque de faire soit un triomphe, soit un échec. Échec qui sera cuisant et coûteux. Parce que vous imaginez que pour organiser une telle pièce, il faut quand même engager des moyens. Parce que les acteurs, pendant les répétitions, il faut les payer. Le théâtre, il faut le louer. Donc ça coûte énormément d'argent. La femme d'Edmond, qui, on l'a vu, issue d'un milieu un peu privilégié, a dû avancer 200 000 francs hors de sa dot pour pouvoir louer le théâtre le temps des répétitions. En fait, Edmond Rostand, il en est conscient, il joue la suite de sa carrière sur cette pièce. Or lui, l'auteur à succès, on va dire un succès timide, il le sait
et surtout il le sent, qu'il peut rentrer dans l'histoire de la littérature française. Nous sommes le 28 décembre 1897 et c'est le jour de la première représentation. Il neige. Il fait froid. Il fait froid. La pièce, elle est à l'origine prévue pour être jouée seulement une semaine. Et en fait, après des mois et des mois de répétition, tout est enfin prêt. Nous sommes à quelques heures de la première. Edmond Rostand, il entre dans la loge de Coquelin, parce que lui, Edmond, est vraiment incertain de son succès, et il s'excuse de l'avoir entraîné dans cette aventure. On a en fait un auteur, on va dire un auteur connu, mais c'est pas non plus, c'est pas Feydeau, et il rentre dans la loge et il s'excuse, et Coquelin le rassure en lui disant que tout va bien se passer. Le soir même, au Théâtre de la Renaissance, qui est juste à côté de celui du Théâtre de la Porte Saint-Martin, on a vraiment deux théâtres qui sont voisins, ils se touchent. Et ben on a Sarah Bernard qui joue la grande Sarah Bernard, qui est le monstre sacré à cette époque-là dans le théâtre. Du théâtre de la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est un peu l'équivalent, on pourrait pas comparer, mais vraiment une star mondiale. Non, voilà, tout à fait, oui. Vraiment la plus grosse star de l'époque. Et elle joue dans une pièce, alors excusez-moi, mes connaissances en théâtre sont un peu limitées, mais elle a joué dans une pièce qui s'appelle Les Mauvais Bergers. Et on va voir que cette anecdote, elle aura son importance pour la suite. La pièce débute, donc vous imaginez les coups de bâton qui frappent le sol pour annoncer le début de la pièce. Le rideau se lève et Edmond Rostand, il assiste à cette générale. Il est grimé en mousquetaire parce qu'il joue le rôle d'un figurant. Donc il est vraiment aux premières loges. Premier acte, vous savez, c'est celui du duel et de la tirade du nez. C'est un pic, c'est un cap. Que dit juste un cap? C'est une péninsule. Voilà. Il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. C'est ça. Ne me lance pas, Jean-Pierre, ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Sans ensemble jusqu'à 20h30 ce soir. C'est ça. Et d'ailleurs, on va voir un peu ce que sont les duels à l'épée. Parce qu'à l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque, comme j'ai l'habitude de le dire, l'époque qui comprend les années 1492, où la chute de Constantinople, comme le rétorquait Jean-Pierre, jusqu'à la Révolution française. Voilà. Et nous sommes dans l'époque moderne. Et ensuite, après la Révolution française, c'est l'époque contemporaine. Mais pendant l'époque moderne, les duels mettaient en proie surtout des aristocrates pour régler des conflits liés à l'honneur. C'est exactement ce que l'on a dans la pièce. Ce n'est pas si vieux que ça encore, les duels. Oui, députés, le dernier, c'était notamment Gaston Defferre. Voilà, ils en faisaient encore. Clémenceau était un habitué. Oui, c'est ça, tout à fait. Duels. En fait, pour venger son honneur, on mettait en place un duel. Alors d'ailleurs, les rois successifs de France y signèrent de nombreux décrets pour réglementer, voire interdire cette pratique, parce que en fait, les duels décimèrent une jeunesse française et donc une jeunesse plutôt issue de la noblesse ou de la haute bourgeoisie. En fait, on a calculé que sous Henri IV, 9000 hommes moururent par le fil de l'épée. C'est pas rien quand même, on a 9000 personnes qui meurent à cause des duels tous les ans. Si mes souvenirs sont bons, entre 1589 et 1610. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, 21 ans. 21 ans, donc 8000 personnes issues de la haute noblesse, donc ça veut dire que parfois vous avez des familles avec des enfants uniques qui perdent leurs enfants par duel, et donc ça veut dire que les biens sont dispersés, etc. Ça cause énormément de problèmes, et donc les rois signent des décrets pour légiférer, pour essayer d'interdire ces pratiques, mais on sait que les traditions sont parfois fortes, et le duel, c'est un peu une manière de s'imposer, de se montrer à la hauteur de... Alors, il y avait les duels à l'épée, puis il y avait aussi les duels au pistolet. Là, on est sur le duel à l'épée. Voilà. C'est ça. Où on est dos à dos, on avance, et puis... C'est ça, tout à fait. Le premier qui se retourne gagne, quoi. Voilà, c'est ça. Là, on est sur le duel à l'épée. Donc, on va revenir au premier acte. La scène, elle se déroule en 1640, à un endroit qui s'appelle l'Hôtel de Bourgogne. Alors, l'Hôtel de Bourgogne, c'était la résidence parisienne de la Maison de Bourgogne, et qui est en partie détruite aujourd'hui. Ça tombe bien quand même. Quand on dit à la famille de Bourgogne que ta maison c'est l'hôtel de Bourgogne, c'est bien. C'est pour pas se tromper. Pour pas se tromper. Dans le GPS. Vous habitez où? Voilà, hôtel de Bourgogne, il n'y a pas de problème. Et donc, la dite résidence, elle accueillait jusqu'à la Révolution française, en 1793, un théâtre. Et donc, on assiste, depuis un théâtre, à une scène qui représente une pièce de théâtre. Et donc, le public, il est à la fois spectateur et acteur. Cyrano de Bergerac, il entre en scène. Il est aisément reconnaissable avec son grand nez. Et quand il entre en scène, il rentre en traversant le public, en fait. Donc, il joue une pièce de théâtre dans un théâtre. Coquelin, il est vraiment habité par son rôle et il fait une forte impression. En fait, il est à l'aise avec les longues tirades et par contre, il l'est beaucoup moins dans les moments romantiques. En fait, il se prête parfaitement au rôle de Cyrano. Le public, à la fermeture du rideau, est subjugué et rien qu'après le premier acte, il y a déjà 9 rappels. Et à côté, on l'a vu,
on a Sarah Bernard qui est là. Et elle entend la ferveur de la foule. Et donc, elle envoie un peu un proche, un envoyé, pour lui faire des comptes rendus entre chaque acte, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le théâtre d'à côté. Et en fait, faut pas vous imaginer le théâtre de l'époque comme un spectacle figé, un peu comme le cinéma d'aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, le public, il n'hésite pas à applaudir, à tout rompre, à commenter, à siffler, parfois à alpaguer les acteurs quand ils font des erreurs de texte. On sait que lors d'une représentation de Cyrano de Bergerac, on avait un habitué de la pièce. À un moment, Coquelin, peut-être par flemmardise ou par oublie une réplique. Il y a quelqu'un du public qui l'alpague et qui lui dit « Monsieur Coquelin, il faut rester au texte ». Et donc, Coquelin reprend la tirade avec le texte au mot près. Et en fait, le théâtre, à l'époque, c'est un vrai spectacle vivant. Il ne faut pas imaginer quelque chose de figé. Hein, c'est vraiment. Mais c'est de là que vient le terme de spectacle vivant. C'est ça. Justement, c'est le théâtre 19e. Avec une foule qui participe vraiment à la pièce. Nous arrivons à l'acte 2. Donc après, bien sûr, l'introduction de l'acte 1. Et donc, on se retrouve rue Saint-Honoré, rue célèbre à Paris, chez le pâtissier qui s'appelle Ragueneau. Et ce pâtissier, il est joué par le fils de Coquelin. En fait, il voulait jouer avec son fils, donc il lui a trouvé un rôle. Cyrano, il attend un rendez-vous avec Roxane, et Roxane, c'est la femme qu'il aime en secret. Et là, il espère un signe de celle-ci, parce qu'en fait, elle a été témoin du duel qu'il a eu avec le baron. J'ai mangé son nom. Bref. Le baron, j'ai mangé son nom. Le baron, j'ai mangé son nom, voilà. Je ne connaissais pas celui-là. Valvert, je crois. Valvert. Voilà. Et donc, il apprend qu'en fait, Roxane, elle est éprise d'un certain Christian de Neuvillette, qui est engagé dans le même bataillon que Cyrano, qui s'appelle les Cadets de Gascogne. Et donc, Roxane, au lieu de commenter ses exploits de la veille, elle demande à son cousin, donc Cyrano, de le protéger. Et en fait, vous voyez le quiproquo. Cyrano rencontre Christian et il passe un pacte. Lui, le poète, écrira des poèmes destinés à Roxane, à la place de Christian, qui lui est très beau, mais pas à l'aise avec les mots. Par contre, bien sûr, s'il y a une personne au physique désavantageux qui est un vrai romantique et qui est très à l'aise avec les vers, c'est Cyrano. En fait, on a un peu un dédoublement de personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, on a deux personnes qui se complètent. Cyrano, qui aime en secret Roxane, pour lui, ça lui sera facile d'écrire des lettres d'amour. Et si une scène doit être retenue de cet acte, c'est la tirade des non-merci, qui décrit l'esprit d'indépendance de Cyrano, un peu comme le vrai Savinien de Cyrano, et qui se termine par ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. C'est une très belle scène de la pièce. Et là, on apprend qu'en fait, le vrai antagoniste de la pièce se nomme le comte de Guiche. Et puis, on va faire la suite de la pièce, l'acte 3, 4, 5, après la pause musicale. Après la pause musicale, avec un autre grand historien, oui. Maître Gims. Hein, voilà, qui est sans doute... Faudrait l'inviter lors d'une chronique, parce que je pense qu'on peut apprendre des choses. Une chronique. Voilà, allez, on arrête là-dessus, parce qu'on va être méchant. On balance le 92.1, radiograndlac.com, on balance la musique, on revient tout de suite après pour C'est une autre histoire avec notre ami Julien. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Cher Julien, vous auriez pu dire bientôt autre chose en somme, comme aurait pu le dire Cyrano de Bergerac. C'est ce monument, ce cap, cette péninsule dont on parle aujourd'hui dans cette chronique. C'est une autre histoire. Et donc, vas-y. Et puis merci d'avoir passé... un grand historien. Une musique de notre doctorant en histoire. De notre doctorant. Il commence une thèse sur l'électricité en Égypte. C'est ça, tout à fait. Non, ça fait peur quand même. Ah oui, N'écoutez pas, mais là, je pense qu'on peut quand même le dire. Si vous n'écoutez pas des gens comme ça qui parlent, Écoutez vraiment, même parfois, bien sûr, l'histoire est un sujet à controverse, mais écoutez vraiment des spécialistes, des personnes qui ont écrit sur des sujets, qui ont fait des études, et pas des personnes qui s'improvisent comme ça en quelques minutes. Historiennes, parce qu'en plus, l'histoire de l'Égypte antique est passionnante. Il va falloir qu'on en parle un jour. On en a parlé déjà un petit peu le mois dernier avec Champollion. Le problème des pharaons, c'est qu'on ne connaît pas forcément les dates exactes au mois près. Donc, mais c'est vrai qu'un jour, on pourrait en parler. Donc nous avons parlé de l'acte 1 et de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Donc nous arrivons normalement, Jean-Pierre, à l'acte numéro 3. Très bien. Avec la fameuse scène du balcon, où en fait, pour séduire Roxane, qui est amoureuse des mots et des vers, Cyrano prend la place de Christian. Et en fait, on a une scène qui est très célèbre, et je suis sûr que cette scène vous rappelle quelque chose. Bien sûr, c'est un hommage à la fameuse scène du balcon, d'une autre pièce de théâtre
ultra célèbre qui est Roméo et Juliette de Aveyron. C'est ça, de Shakespeare. De Shakespeare, tout à fait. De William Shakespeare. Et d'ailleurs, si vous allez encore maintenant à Vérone, vous pourrez toujours visiter la maison de Juliette avec le balcon. Et avec la statue de Juliette où il faut lui toucher le sein droit. C'est ça, qui est bien usé d'ailleurs. Qui est bien usé par rapport au gauche. Elle est dorée, tout à fait. Donc, afin d'être piégé par le comte de Guiche, parce qu'il faut que je résume une pièce de théâtre de quelques heures en quelques minutes, donc vous m'excuserez un peu les raccourcis. Donc, Roxane épouse Christian en secret, et c'est dans cet acte que nous apprenons que le régiment des cadets de Gascogne est envoyé dans le nord de la France pour assiéger la ville d'Arras. Et en fait, nous sommes en plein pendant la guerre de 30 ans. Guerre de 30 ans qui s'appelle comme cela, puisqu'elle a duré, Jean-Pierre 30 ans. 30 ans, voilà, très non. bien. Non, parce que la guerre de 100 ans n'a jamais duré 100 ans. Voilà, mais bon, là, ça a vraiment duré 30 ans, entre 1618 et 1648. C'est un conflit européen opposant l'ensemble des pays du continent et qui causa la mort de près quand même de 7 millions de personnes. Enfin, c'est ce qu'on appelle... Ça ne plaisantait pas à cette époque. Tout à fait, et certains historiens expliquent que la première guerre mondiale, c'est la guerre de 30 ans, tellement, en fait, en gros, c'était la France et ses alliés opposés au reste du monde, parce que c'était le reste de l'Europe. Et à l'époque, le monde était avant tout européen. Nous sommes à la fin de l'acte numéro 3. Le public acclame vraiment la pièce et réclame l'auteur. Ils veulent voir sur scène Edmond Rostand. L'acte numéro 4, c'est probablement le plus spectaculaire, puisqu'on assiste au siège d'Arras, et où les Français, qui étaient au départ assiégeants, se retrouvent assiégés et surtout terrassés par la famine et les maladies. Durant cet acte, on apprend que Cyrano traverse chaque soir en secret les lignes espagnoles pour poster des lettres à Roxane. Mais vous allez me dire, il y a des Espagnols à Arras. Eh bien oui, puisque au XVIIe siècle, nous avons un royaume d'Espagne qui est tout puissant. C'est le royaume qui descend de l'empire de Charles Quint, qu'il a cédé en deux lors de sa reddition. Enfin, non, en fait, quand il a cédé le pouvoir, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de reddition, en fait, il a arrêté le pouvoir et donc il a cédé son royaume en deux, la partie du Saint-Empire romain germanique et la partie espagnole. Et à l'époque, l'Espagne possédait ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas et la Belgique, les Provinces-Unies. Et le nord de la France était en partie espagnol. De Guiche, qui est bien sûr vengeur, puisqu'il n'a pas accepté que Roxane se marie en secret avec Christian, il se sert des cadets pour attirer les Espagnols dans un piège, et par cette manœuvre, souhaite aussi se venger de Cyrano. Donc, bref, vous comprenez que s'ensuit une bataille furieuse, au cours de laquelle Christian de Neuvillette meurt dans les bras de Roxane. Et avant sa mort, en fait, Christian, il a compris le stratagème. Il a compris qu'en fait, Roxane, elle était non pas amoureuse de Christian pour son physique, mais amoureuse de Christian pour les lettres enflammées qu'il lui envoyait chaque soir, et que donc Roxane était en fait amoureuse de Cyrano de Bergerac. Bref, Cyrano n'a pas le temps de lui avouer la vérité, puisque en fait, Christian meurt et Cyrano garde le secret pour lui. Et en fait, c'est la fin de l'acte, et là, pareil, le rideau se baisse, énorme triomphe, et on assiste au 5e acte, qui est l'acte final. L'acte final, voilà, c'est ça. Et donc, Roxane, elle vit maintenant dans un couvent, depuis la mort de Christian qui est survenue 15 ans en arrière, et chaque samedi elle reçoit la visite de son cousin toujours amoureux d'elle, Cyrano de Bergerac. Alors à l'époque, comment dire, les amours entre cousins, c'était quelque chose aussi qui était banal, enfin oui, voilà, faut pas y voir de choses malveillantes, c'était vraiment quelque chose de courant à l'époque. Et De Guiche rend également visite à Roxane. Et De Guiche, dans une scène aussi très touchante, lui avoue regretter la manière dont il a vécu sa vie. Une vie qui est certes réussie, parce qu'il a quand même été nommé maréchal, mais une vie qu'il mène en étant bien lisse, car en fait vivant dans le carcan de la noblesse. Cyrano, comme tous les samedis, rend visite à Roxane, et il tombe dans une embuscade, et malgré la faiblesse, parvient à rejoindre sa bien-aimée. Et pourquoi est-ce qu'il tombe dans une embuscade ? Puisque même vieux et affaibli, il continue d'écrire des pamphlets, puisqu'il reste avant tout libre, même s'il vit dans la misère. Cyrano, qui est mourant et lui demande une dernière faveur, c'est en fait celle de lire la dernière lettre de Christian, qui en fait a été écrite par lui-même, et à la lecture, Roxane, elle comprend la supercherie, et Cyrano, il meurt en citant cette phrase, en guise de conclusion: « Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose,
Arraché, il y a malgré tout quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose s'emplit sans une tâche que j'emporte malgré vous, c'est mon panache. La pièce se termine sur ces mots, le rideau se baisse, et là c'est une véritable ovation. Alors aujourd'hui on parlerait de standing ovation, et celle-ci dure plus d'1 heure, et le public se permet le luxe de demander pas moins de 40 rappels. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui quand vous allez au théâtre, le public qui applaudit pendant 1 heure debout et qui demande 40 rappels. Et sans avoir un téléphone portable pour filmer, rien du tout, pour prendre des photos. Tout à fait. Et en fait, la France, qui est sous le choc encore de la défaite de 1870, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'histoire française de la fin du 19e siècle. Et bien sûr, des crises successives politiques, économiques qu'elle traverse, elle trouve enfin son héros. Et en fait, en un mot, c'est un véritable triomphe. Entre les actes 4 et 5, le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Georges Cochery, il rejoint Edmond Rostand dans sa loge et il lui offre sa propre Légion d'honneur en déclarant « Je ne fais que prendre de l'avance ». C'est dire déjà que les personnes qui étaient dans la salle savaient qu'ils assistaient vraiment à un moment culturel à part. Historique. Là, c'est ça. Et en fait, il sera vraiment décoré de la Légion d'honneur quelques jours après, le 1er janvier, et le président de la République, qui était à l'époque Félix Faure, assistera à la pièce avec sa famille dès le 6 janvier. On voit que les choses arrivent très très vite. Alors aujourd'hui, pour les personnes qui font des demandes de Légion d'honneur, ça peut prendre plusieurs mois, sauf bien sûr circonstances exceptionnelles, voire plusieurs années. Et là, en quelques jours, on a Edmond Rostand qui est décoré. Au cours de l'année 1898, la pièce, elle rapportera en fait une véritable fortune au théâtre de la Porte Saint-Martin. On va voir que Coquelin a bien fait de faire confiance à la pièce, puisque le Cyrano de Bergerac rapportera en l'espace d'1 année plus de 2 millions de francs de l'époque. C'est à peu près 9 millions d'euros d'aujourd'hui. Chiffre d'affaires jamais atteint par un théâtre. Et pour information, l'auteur, donc Edmond Rostand, reçoit 10% des recettes. Donc vous imaginez les sommes incroyables qu'il a reçues juste la première année. Ouais. Avec la somme récoltée, Edmond Rostand, il va entreprendre la construction qu'on appelle de la Villa Arnaga, qui est dans le Pays Basque, qui est encore aujourd'hui, que l'on peut encore aujourd'hui visiter, puisqu'elle est transformée en musée en l'honneur d'Edmond Rostand. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, vous y trouverez un jardin exceptionnel qui fait passer un peu au jardin du palais de Schönbrunn, à proximité de Vienne. C'est un peu une petite réplique. Cyrano de Bergerac est bien sûr édité. Tout le monde n'a pas la chance d'aller au théâtre à Paris, donc les informations vont vite. Les gens lisent les journaux, ils voient qu'il y a une pièce de théâtre qui fait un carton à Paris. Et donc, bien sûr, un éditeur, avec l'accord d'Edmond Rostand, a l'idée d'éditer la pièce. Et 150 000 exemplaires du livre sont vendus en quelques semaines. La pièce a été jouée en décembre 1897. À la fin du mois de février 1898, c'est-à-dire 1 mois et demi après, les éditeurs impriment déjà la 5e édition de la pièce. La pièce a atteint sa 1000e représentation en 1913. Elle sera jouée jusqu'aux États-Unis, adaptée en film en 1909. Alors bien sûr, en film, c'est du film noir et blanc muet. Et bien sûr, tout le monde se souvient de la version de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu en 90, qui a gagné un César et pas moins de 10, un Oscar et pas moins de 10 Césars. Et comme je l'ai dit en introduction, ce film a été déclaré César des Césars comme étant vraiment le film français le mieux joué, le mieux tourné. Enfin, c'est vraiment un film culte dans l'histoire du cinéma français. On a même eu une version, on va dire en anglais, Made in Hollywood, qui est appelée sobrement Cyrano, qui est sortie en 2022. Et le rôle de Cyrano de Bergerac est joué par Peter Dinklage. Ceux qui connaissent Game of Thrones le reconnaîtront, puisque c'est celui qui joue Tyrion Lannister. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Jean-Pierre. Bien sûr. Et donc... Ne jamais contrarier Julien quand il est en direct, jamais. Et donc, je vous ai indiqué qu'en l'espace de quelques années, Cyrano de Bergerac avait atteint sa 1000e représentation. Aujourd'hui, quand une pièce de théâtre à Paris fait 300 représentations, on parle d'un grand succès. Vous imaginez Cyrano de Bergerac 3 fois plus. 3 fois plus en l'espace de quelques années. Et c'est pas fini, parce qu'elle a été jouée encore dans le monde entier. Et encore aujourd'hui en France, vous avez encore des troupes qui jouent très régulièrement du Cyrano de Bergerac. On se souvient de la version avec Philippe Torreton qui est présente. Il y a Jean-Paul Belmondo qui a joué Cyrano de Bergerac. Vous avez aussi Francis Weber qui a joué Cyrano de Bergerac, celui qui joue le comte de Guiche dans la version du film de 90. Il a joué Cyrano également. En fait, la
Cyrano de Bergerac, qui est la pièce la plus jouée au monde. C'est une pièce française, Cocorico. La critique, bien sûr, après la pièce, elle est charmée. Et on a même un critique qui explique « Cette pièce ouvre le XXe siècle d'une manière éclatante et triomphale ». Alors, comment expliquer un tel succès? C'est ce que nous allons voir après la dernière pause musicale. D'accord, Julien. Merci en tout cas pour ce bel exemplaire, ce bel exposé, par contre. Tu veux dire? Oui. Je croyais que tu étais en train de rire, là. Allez, on y va, 92.radiograndlac.com, on y va. C'est parti. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Dernière partie de cette émission, c'est une autre histoire où nous avons parlé d'Edmond Rostand et de succès fabuleux, de ce succès jamais renouvelé. Cyrano de Bergerac, pièce créée le 28 décembre 1898 à Paris par un certain Edmond Rostand. C'est ça. Et donc, nous avons vu le succès qu'a rencontré la pièce, mais comment expliquer ce succès? En fait, Cyrano, c'est la personnification de la France et du fameux panache français. Héros de théâtre à la fois romantique et tragique, Cyrano de Bergerac, en fait, il parle à toutes les générations. En fait, la tirade du nez, elle peut convenir aux adolescents un peu complexés, celle du non-merci s'adapterait très bien aux adultes voulant gagner l'indépendance et gravir des étapes de la vie, seul et sans cooptation. Vous êtes d'humeur bravache, en fait, c'est le Cyrano, Bergerac, bretteur et militaire qui vous plaira. Et si vous êtes plus romantique, bien sûr, c'est le poète qui vous touchera. Que dites-vous, c'est inutile? Je le sais, mais l'on se bat pas dans l'espoir du succès. C'est bien plus beau lorsque le c'est inutile. En fait, cette phrase, c'est une synthèse de Cyrano de Bergerac. En fait, un homme qui a vécu libre et qui, malgré son physique, a réussi à trouver l'amour et à donner des regrets à son plus grand rival, le comte de Guiche. Et à sa mort, Cyrano est entouré de ses plus proches amis et de celles qu'il aime. Et en fait, n'est-ce pas le vrai sens de la vie? Rester soi-même, vivre comme on le souhaite et être entouré. En fait, Cyrano, c'est ce qu'on appelle maintenant un loser magnifique et il est en chacun de nous et c'est en fait cela qui fait admirer le génie d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, après sa pièce, il entra dès 1901 à l'Académie française, occupant le fauteuil numéro 33, à côté d'un Savoyard, Charles-Albert Costa de Beauregard. Ce sont pas de la mode Servolex, c'est ça? De la mode Servolex, tout à fait, c'était son voisin. Après Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand écrivit L'Aiglon en 1900 pour une Sarah Bernard travestie et connue une nouvelle fois, un grand succès. L'Aiglon, en fait, c'est Napoléon II. Voilà, c'est le duc de Reichstadt. Le roi de Rome. Voilà, le roi de Rome. Et il a connu également un grand succès. Et d'ailleurs, si vous avez certainement entendu l'expression des 100 grades, cette expression, elle provient directement de la pièce L'Aiglon d'Edmond Rostand. Et en fait, cette pièce, elle retrace, comme on l'a vu, la vie et la mort du fils de Napoléon, qui était surnommé l'Aiglon, puisque Napoléon Bonaparte étant, lui, bien sûr, l'aigle impérial. Le point commun avec Cyrano de Bergerac, c'est en fait la mise en avant de destins brisés, puisque l'Aiglon mourut très jeune de la tuberculose à Vienne. Je crois même qu'il a dit que de ma vie, on va se souvenir seulement de deux choses, ma vie et ma mort. Voilà. Oui. Bonapartiste convaincu, donc Edmond Rostand a écrit de manière logique une œuvre liée à l'empereur, et donc il a choisi, comme pour Cyrano de Bergerac, le proche ayant eu un destin le plus brisé, c'est-à-dire celui de son fils. D'une santé fragile, Edmond Rostand, il a mis 8 ans à écrire sa dernière pièce, qui s'appelle Chanteclair. Alors là, on change de registre, puisque cette pièce, elle est basée sur la vie d'une basse-cour, avec le héros de la pièce qui est déguisé en poulet, en coq. Donc c'est quelque chose d'assez original, ça tranche vraiment avec Cyrano de Bergerac. Et en fait, bien sûr, plus jamais Edmond Rostand ne connaîtra un succès semblable à celui de Cyrano de Bergerac. Je pense que en fait, personne ne connaîtra un succès semblable à celui de Cyrano de Bergerac. Que tu n'as qu'une fois dans ta vie. Ça. Alors, habituellement, c'est vrai que les auteurs connaissent un tel triomphe sur la fin de leur vie, sur la fin de leur carrière. Et en fait, Edmond Rostand le connaît à même pas 30 ans, il était tout jeune. Et bien sûr, il entre définitivement au panthéon des auteurs français. Edmond Rostand va divorcer de Rosemonde et il a fréquenté, entre 1914 et 1918, l'actrice Marie Marquet. En fait, il est atteint par la grippe espagnole, comme des millions de personnes en Europe. Qui fera plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et il décéda le 2 décembre 1918 à l'âge de 50 ans. Et bien sûr, natif de Marseille, Edmond Rostand y est enterré au cimetière Saint-Pierre.
et certains souhaitent qu'il soit en fait inhumé chez lui dans le parc de la Villa Arnaga. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie d'Edmond Rostand, parce que là j'ai résumé une vie entière, la vie peut-être du plus célèbre dramaturge français du 19e siècle, eh ben je vous recommande de lire le livre Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire de François Talandier. Si vous vous rendez à Bergerac, ce qui peut vous arriver pendant les vacances, eh ben vous aurez peut-être l'occasion de loger dans l'hôtel le Cyrano de Bergerac, de manger au restaurant le Cyrano de Bergerac, de participer à une compétition d'escrime qui s'appelle la botte de Cyrano, ou à l'événement qui s'appelle la table de Cyrano, où bien sûr vous profiterez d'un bon banquet et de la musique en plein air. D'ailleurs, si j'y vais, ce sera surtout pendant la période de la table de Cyrano pour profiter du banquet. Vous avez à Bergerac, ça m'étonne pas, c'est ça, ça ne t'étonne pas. Et ben, à Bergerac, vous avez 2 statues de Cyrano qui sont présentes dans la ville. Et en fait, celles-ci ne représentent pas l'auteur du XVIIe siècle, mais en fait, le héros d'Edmond Rostand. Vous avez, en fait, le héros d'Edmond, le Cyrano de Bergerac, avec le long nez. Bref, le cœur de la ville de Bergerac, qui bat au rythme de cette épopée littéraire. Mais Cyrano de Bergerac, il rayonne bien au-delà de la France, et il fait partie des héros français, au même titre que d'autres personnages célèbres de la littérature. Alors, Gargantua, Don Juan, Le Cid, Harpagon, Candide, Jean Valjean, mais bien d'autres. Maître Gims. Mais ça, bien sûr, puisque tu parles de Maître Gims, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Julien, pour cet exposé, mais je crois que tu as encore un petit mot à dire. Oui. Parce que je remercie tous les auditeurs. Alors, je vais avoir une pensée particulière pour ma Roxane à moi, bien sûr, c'est mon épouse Marion, voilà. Que l'on salue, que l'on embrasse. Et pour mon frère Grégory, qui m'a fait découvrir cette œuvre majeure. Alors, j'avais un peu moins d'une dizaine d'années, œuvre que je recommande de mettre entre toutes les mains, puisque c'est vraiment une pièce qui est magnifique. Enfin, en plus, ça se lit très bien. Il y a beaucoup de vers, mais c'est pas la littérature du XVIe siècle. C'est moderne, ça se lit très bien. Et le mois prochain, donc c'est le 2e anniversaire de ma chronique. Si Jean-Pierre et Sandra veulent toujours de moi. Écoute, il faut qu'on en parle. On va en parler. Et donc ce sera le vendredi 12 mai et on va évoquer un événement qui est aussi fondamental. Alors on change de registre. Dans l'histoire nationale de la France, ça va être la création du Conseil national de la résistance, le CNR. Alors, c'est pas le Conseil national de la refondation. Je parle bien du Conseil national du vrai. Le vrai, le 27 mai 1943. 6 rue du Four à Paris, ce soir-là où la France avait rendez-vous avec elle-même, comme je viens de dire. Tout à fait. Avec Jean Moulin. Jean Moulin, qui était le représentant personnel l'envoyé spécial du général. Et donc, c'est un événement fondamental, réunir tous les mouvements de résistance c'est ça. Et penser justement à la France d'après. C'est ça. Ce soir-là, la France avait rendez-vous avec elle-même. Réunir tous les mouvements de résistance, quelles que soient les opinions politiques, les divergences de chacun. Tout ça. Voilà, donc on va en parler de ça. Voilà. Et je vous dirai rendez-vous au mois prochain. Merci beaucoup, Julien. Merci pour C'est une autre histoire. Et voilà, on est fini pour cet exposé. Demain soir, vous aurez rendez-vous avec. Oui, vas-y. Et oui, alors j'invite celles et ceux qui ont l'occasion de venir à Challes-les-Eaux le 26 avril prochain à la médiathèque Saint-Mivel à 18h30. Puisque j'organise une conférence sur la bataille de Stalingrad, puisque nous avons... Le tournant de la guerre. Voilà, le tournant de la guerre. Puisque nous avons commémoré les 80 ans de la bataille. Alors, dans des conditions un peu spéciales, puisque avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas eu des grosses commémorations, mais on va voir l'importance de la bataille de Stalingrad. Encore aujourd'hui, dans l'esprit des Russes, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, c'est le 26 avril à 18h30 à la médiathèque de Challes-les-Eaux. Donc, à la médiathèque qui s'appelle comment déjà ? Médiathèque Saint-Mivel. Saint-Mivel, à Challes-les-Eaux, le 26 avril à 18h30, entrée libre et gratuite. Entrée libre et gratuite, en direct. Avec Julien Donzel, notre historien. Moi, je vous disais, que demain soir, à 20h30, c'est notre équipe de jeunes derrière Corentin pour 120 minutes actu. Et quant à moi, j'aurai le grand bonheur de vous retrouver dimanche matin, à un horaire particulier, de 9h30 à 11h, pour une émission tout à fait exceptionnelle de l'accordéon, c'est ma passion, présence et en direct en studio d'Éric Bouvel, un des plus grands, un des meilleurs dans le monde de l'accordéon, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous dimanche matin. En tout cas, pour maintenant, accompagné par ma complice et amie Sandra qui est à côté de moi là, on vous propose la playlist musicale que vous aimez, que vous adorez. Bon après-midi sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.